Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités, le podcast par Cara qui vous invite à réfléchir sur les mutations des systèmes de transport d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Lagab, chargé de communication du pôle Cara. Aujourd'hui, dans Raconte-moi les mobilités, nous allons nous intéresser à la diversification des activités. Pendant une demi-heure, nous explorerons comment les entreprises peuvent naviguer et prospérer dans un contexte en constante évolution. Que ce soit une simple adaptation de produits ou de services déjà existants, ou que ce soit un véritable développement qui répond à des demandes sur un autre sujet, nous essayerons de comprendre les enjeux, les problématiques et les process internes qui doivent être mis en place pour réussir cette diversification. Et pour nous apporter des éléments de réponse, nous recevons aujourd'hui Nicolas Plataré, directeur BU Innovation Mobilité chez Gitect. Bonjour Nicolas. Bonjour Loïc. Et puisque deux valent mieux qu'un, nous avons également le plaisir d'accueillir Sreko Sajnovic, président de l'entreprise Innovation Technologie. Bonjour Sreko. Bonjour Loïc. Pour en savoir un peu plus sur vous et vos entreprises respectives, pourriez-vous présenter votre parcours et l'historique des activités? On va commencer par Nicolas. Alors moi je vais commencer d'abord par présenter Gitect. Donc Gitect en fait c'est la fusion de Koyo qui fabriquait des roulements historiquement et des directions assistées pour voitures et Toyoda donc, qui fabriquait qui fabrique toujours des machines outils et des arbres de transmission. Donc Gitect a racheté en 2000 les entités de Renault et de PSA de direction, donc qui étaient basées sur Lyon et sur Dijon et Saint-Étienne. Et moi je suis rentré donc chez Gitect en 2000, donc au tout début du rachat, et ça a été je suis rentré pour les premières applications des directions électriques, assistance électrique, sur le marché européen. Voilà. Donc pour mon parcours, j'ai un peu un parcours atypique. Moi, j'ai été formé sur le terrain par mon père. Donc, j'ai toujours aimé bricoler, démonter des choses, voilà. Et je suis passé par une filière BEP au début. Donc, j'ai commencé dans l'usine. Et puis, très rapidement, je me suis dit que je voulais comprendre d'où venaient les choses. Et donc, j'ai continué mes études pour finir au bureau d'études. Et je suis rentré donc chez Gitect au bureau d'études. J'ai eu un parcours assez aussi mouvementé au bureau d'études, puisque vu qu'on lançait tout en Europe, j'ai pas mal voyagé grâce à ça. J'ai vécu 3 ans au Japon. J'étais le premier expatrié étranger au Japon pour développer les nouveaux systèmes pour le marché européen. Et puis en 2011, je suis allé aux ventes. Voilà, où j'ai été directeur des ventes de Renault-Nissan, voilà, pour le groupe Gitect donc. Et puis depuis 2000, alors en 2019, j'avais une mission annexe à mon boulot des ventes pour commencer à réfléchir sur la diversification des activités au niveau groupe, puisque au Japon, qui sont un peu en avance sur le reste du monde, le pays est très vieillissant. Et donc, ils avaient une perte déjà de marché automobile de 5% par an. Et donc, ils ont commencé cette démarche en 2019. Enfin, en 2018, pardon. En 2019, donc, j'ai intégré cette démarche. Et après le Covid, donc, il y a eu une petite pause. Et après, pour l'Europe, on est tombé exactement dans le même problème. Et donc, en 2021, on m'a demandé de commencer à réfléchir à diversifier les activités. Et depuis, donc, on a plutôt avancé. On a constitué une business unit dédiée à ça. On est environ 65 personnes aujourd'hui dans cette business unit. Voilà, et donc on espère que ça va remplacer les activités actuelles ou au moins compléter les activités automobiles actuelles. Oui, donc Sreko Sajnovic, je suis le fondateur de société Innovation Technologie et Innovation System. Donc deux sociétés différentes. Donc Innovation Technologie, c'est une holding active donc qui développe, valide les produits et protège la propriété industrielle. Innovation System, c'est notre première filiale qui détient l'exclusivité de distribution de l'automatisme pour le toiture de semi-remorque, wagons et autres. Donc voilà, mon parcours professionnel, c'est commencé à l'armée.
être en contact avec un inventeur qui a beaucoup travaillé pour l'armement français, donc qui m'a permis de pénétrer dans le milieu de l'innovation, de savoir comment lire les brevets, comment les trouver sur la base de données, comment faire de passer à côté parfois. Et donc c'est notre vrai savoir-faire aujourd'hui de, avant d'attaquer un produit, de vérifier tout ce qui existe pour pas passer 6 mois d'études sur une pièce ou sur un mécanisme pour se rendre compte qu'une société allemande a déjà ce brevet ou une société ailleurs. Donc on commence toujours par ça. C'est pour ça qu'Innovation Technologie reste la société qui est le bureau d'études en appui technique pour de nouveaux produits. Et ensuite, dès que le produit est développé, validé et testé, on le met entre les mains de nos filiales ou cette fois-ci sur un projet entre les mains des clients finaux qui nous a payé le développement, donc pour la utiliser ensuite et la fabriquer. Bah, merci. Euh, On va du coup maintenant aborder la diversification des activités. Et une question pour vous deux, à quel moment on sent une diversification est nécessaire pour l'entreprise? Bah, je l'ai plus ou moins introduit tout à l'heure, hein, c'est que donc en 2018, donc le Japon a vu que ils avaient une baisse d'activité au Japon et dans leur analyse, ils s'apercevaient qu'en fait le monde entier était en train de vieillir et que normalement, enfin en théorie, dans les 20 prochaines années ou les 30 prochaines années, le volume de l'auto, qui est l'activité principale de JTech, parce qu'on travaille aussi pour l'industrie, allait chuter et donc il fallait trouver d'autres voies de développement. Donc ça a été, on va dire, le lanceur. Après, pour l'Europe, plus précisément, ça a plutôt été le Covid. Parce qu'après 2021, finalement, on s'est aperçu que les volumes de l'auto n'allaient pas du tout remonter et que les gens n'adhéraient plus à l'ancien monde, hein, et qui cherchaient à avoir d'autres moyens de mobilité. Et donc, par conséquent, on s'est dit qu'il fallait nous aussi se mobiliser pour trouver des éléments de diversification. Voilà. Et c'est l'évolution du marché en fait qui nous a poussé à réagir principalement. Un peu de notre côté pareil, donc je pense que la première décision elle est prise quand même, on est fabricant de l'automatisme de bâchage pour des camions. On s'avait positionné face à une société qui a un peu le leadership en Europe, donc on va dire même monopole, donc marque fortement implantée. On savait que la bataille sera dure, comme une marque est si fortement implantée pendant 35 ans, donc vous ne la détrônez pas comme ça en quelques jours. Et donc voilà, le Covid est arrivé entre les deux. Effectivement, on avait obligé d'aborder ça différemment. Et c'est là qu'on est parti à étudier un tout petit peu où est-ce qu'on pouvait positionner ailleurs notre technologie qui est quand même complètement différente de notre concurrent et unique dans certaines circonstances. Et donc on a étudié les 3 marchés, bâtiment, piscine et le ferroviaire. Donc après avoir poussé une étude approfondie, on s'avait rendu compte que le ferroviaire, c'est vraiment un secteur qui a 40 ans de retard et décision elle était prise à aller dans cette direction. Du coup, peut-être plus pour Nicolas, pour le grand groupe, comment ça se gère en interne une diversification? Je pense notamment aux salariés, comment on communique avec eux. Alors nous, pour le coup, en effet, le gros groupe, hein, et pour le coup, l'image est correcte, hein, on est très standardisé, en fait, et notamment dans l'automobile, où en fait, je veux dire, la majorité de la population que l'on emploie applique des process, des standards. Et donc, ça a été le gros défi, en fait, les premières années, c'est comment on arrive à emmener des gens. Donc, au début, en toute honnêteté, on a fait appel à des volontaires, curieux de découvrir de nouveaux secteurs d'activité ou des gens qui avaient des passions aussi, parce que par contre, ça, c'est l'avantage des gros groupes, c'est qu'on a un reflet de la population, hein, puisque sur le site, on est environ 1400 personnes, et donc on avait un échantillon de la population qui nous a permis d'explorer différents domaines. Donc ça a été la première action. Et puis très rapidement, en fait, ça s'étiole, hein. Il y a des gens qui sont volontaires, puis finalement, ils s'aperçoivent que c'est pas pour eux. Et puis, il y a des gens qui se disent, en fait, maintenant, j'ai envie de travailler à 100% pour la diversification ou pour ces nouvelles activités. Et donc, qui ont envie de s'engager
fortement là-dedans. Et donc, engagement professionnel, mais aussi des fois personnel. Et donc, on a créé une toute petite équipe au début à travers ces personnes. Et puis, on a aussi pris des gens de l'extérieur. Pourquoi? Parce que ça nous amenait aussi des idées neuves, un regard neuf. Et ça, on en avait besoin, des gens qui ne soient pas formatés dans nos processus. Dans notre cas, complètement différent. Petite équipe, dynamique, donc Qui s'adapte, du coup. Voilà, le chef prend la décision de changer le trottoir, l'équipe suit et enfonce. Aussi simple que ça. Comment vous avez identifié, du coup, on en a parlé un peu, vous avez regardé plusieurs secteurs, notamment la piscine, ce qui est étonnant. Comment on identifie, du coup, le secteur sur lequel on va se diversifier? Voilà, on essaie de regarder quel est le potentiel par rapport aux produits. Donc nous, on en a un produit finalement qui est capable de déplacer ce qu'on appelle une couverture souple sur de très grandes distances. On s'avait rendu compte que dans les piscines, déjà qui sont de grandes distances, donc il y avait certains produits sur le marché qui marchaient plutôt moins bien ou pas bien. On a regardé un peu le design, on a regardé quel budget les gens sont prêts à mettre dans ce type d'équipement, donc comment ça se vend, comment ça se porte sur le marché sur les derniers 5-6 ans. Et donc, après d'avoir fait quand vous faites une étude un peu poussée dans ce sens-là, parfois la chance fait qu'il y a de certaines choses apparaissent. Et je pense que c'est ce qu'on a remarqué chez le ferroviaire. Donc, dès qu'on a attaqué de vérifier les parties ferroviaires, on s'avait rendu compte d'une particularité qui nous a très vite posé une question, est-ce que c'est pour nous? C'est qu'un wagon n'a pas de courant. Et donc, notre motorisation soit électrique. Donc, la question s'est posée, est-ce qu'on peut rêver d'aller sur ce secteur qui n'a pas d'énergie avec notre technologie? Et on a d'abord essayé de s'adapter. Donc, on a créé un moteur pneumatique parce que le wagon a que de l'air. Et au fur et à mesure d'avancer, de faire le premier prototype et de test, on s'est rendu compte que finalement, non. On va essayer de renverser complètement la donne et créer l'énergie pour les wagons. Nous, dans notre cas, l'approche a été un peu différente puisque c'était nouveau. Comment on se positionne en dehors des constructeurs, puisqu'aujourd'hui, les constructeurs automobiles, les clients, on les connaît, ils se comptent sur les doigts d'une main, ou de deux mains maintenant, parce qu'avec les Chinois qui arrivent, ils sont un peu plus nombreux. Mais bon, grossièrement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Donc en fait, on n'avait pas de cellule de vente proprement dit, ou de marketing proprement dit, pour aller découvrir tout ça. Donc en fait, beaucoup en créant cette petite équipe, un peu plus agile, on a essayé de voir en interne déjà quels pouvaient être les problèmes. Donc on s'est plutôt attelé aux problèmes. Et puis on a fait énormément de rencontres extérieures. On a rencontré pas mal de startups. Et puis on a essayé de positionner un peu par rapport au cône de la maturité, comment étaient situées chacune soit des problématiques, soit des idées que pouvaient avoir certaines startups, et voir comment on pouvait les accompagner à travers ça. Et nous, il y a un élément de diversification sur lequel on est allé assez rapidement, c'est le vélo. Alors après le Covid, il y avait beaucoup de besoins. Et en fait, c'est Cara qui nous a mis le pied à l'étrier sur ça, qui nous a facilité en fait des échanges, qui nous avait invités à différents événements, qui nous a permis de voir un peu quelles étaient les problématiques et de voir qu'en fait, on avait des choses sur lesquelles nous, on pouvait amener des éléments nouveaux, innovants, et une approche industrielle peut-être un peu plus robuste que ce qu'on trouve aujourd'hui dans le milieu du vélo, quoi. Et quels enjeux vous avez identifiés dans le vélo pour vous lancer dessus? Alors, les enjeux que l'on a identifiés, il y a déjà le retour d'expérience utilisateur. En fait, comme je disais, on a beaucoup de monde donc, sur site. Et donc, on a interviewé déjà tous nos vélo-taffeurs, donc tous ceux qui venaient tous les jours en vélo. Et grâce à ça, on a pu comprendre qu'il y avait un manque de fiabilité, clairement, sur les vélos. Qu'il y avait aussi un problème de sécurité sur les vélos. Donc là, c'est notre métier de base, puisque la direction, c'est le premier élément de sécurité sur une voiture. Donc ça, c'est quelque chose qui nous parlait. Et donc, la question, c'était comment on pouvait
transférer ça, après ça, sur un vélo. Et donc, à travers cet élément, on a rencontré une startup qui s'appelle Motion Engineering et on a développé une fourche de vélo très innovante qui permet justement de répondre à ces problématiques sécuritaires avec eux et puis de fiabilité. Puisqu'en fait, il n'y a pas de maintenance, par exemple, sur cette fourche. Et elle évite aussi le basculement par-dessus le vélo. Voilà. Et puis on s'est dit qu'on irait encore plus loin, potentiellement, vu qu'on fait beaucoup d'électronique embarquée, potentiellement amener des choses nouvelles sur ces fourches. Et vu qu'on est aussi quand même un industriel en mécatronique, on a clairement identifié qu'aujourd'hui, il y avait un monopole sur le système d'assistance, donc je ne vais pas donner le nom, mais je pense que tout le monde voit, côté allemand, et qu'en fait, pour le coup, il y avait des choses à faire aussi de ce côté-là, en rupture. Et là, on est sur ce sujet-là actuellement, et on est en train de voir des constructeurs de vélos pour leur proposer notre produit avec un partenaire. Donc je ne peux pas citer le nom pour l'instant, mais bientôt, pour amener des éléments de rupture sur l'assistance de vélo. Un autre point qui nous paraissait important, notamment sur le marché du vélo, mais pas que, il y avait un sujet de réindustrialisation en 2021. Alors, bon, l'ambiance politique actuelle fait que ça s'est un peu étiolé, mais nous, on reste, et moi le premier, je reste un convaincu que le local pour local, ça reste un élément important. Et aujourd'hui, par exemple, sur le vélo, je ne vais pas dire 100%, mais 80% des produits viennent d'Asie. Voilà. Et donc, on avait aussi cette volonté, enfin, l'équipe a une volonté de vouloir industrialiser soit en France, soit en Europe, si on ne trouve pas les éléments en France. J'aimerais aborder avec vous, du coup, votre adhésion Cara. Vous êtes Gitect et Innovation sont 2 adhérents Cara. Est-ce qu'un réseau qui encourage les collaborations interfilières peut aider dans le process de diversification? Donc je pense soit en amont, sur la réflexion de la diversification, ou pendant, ou pour rencontrer des partenaires? Euh, Difficile à se prononcer. Ça veut dire la rencontre qu'on a entre nous, donc ils sont très très bien organisés, nous donnent parfois des idées, parce que bien sûr on compte parfois de concurrents, parfois de gens qui font de choses différemment, donc on récupère des idées, on récupère quand même beaucoup d'informations de côté de Cara. Mais le travail pour, comment dire, de vraiment changer le trottoir, d'aller dans le sens opposé, non, ça se construit vraiment avec une équipe autour de soi. Donc il faut à un moment prendre la décision. Et donc cette décision, ben, ça a des impacts, donc doit être préparée en avance, parce que ça va pas. C'est pas comme une fleuve qui coule, hein, de se positionner sur un autre marché. Voilà ce que j'en pense. Ok. Pour le coup, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et par contre, là où je vois l'atout de l'adhésion Cara, parce que c'est quand même la question, c'est plutôt donc nous permettre d'explorer et de valider les nouveaux marchés, hein, c'est un peu ça. Mais aussi l'accompagnement pour la recherche de financement, et plus particulièrement la labellisation, hein. Ça, c'est un élément important pour les projets d'innovation. Le troisième point pour moi, c'est l'accompagnement aussi en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Typiquement, nous, dans le vélo, Cara nous a permis de participer à une délégation régionale au salon Eurobike. Clairement, j'aurais pas validé un stand à Eurobike, hein, vu le coût, avec le peu de produits qu'on avait. Par contre, là, ça nous a permis d'avoir un corner et d'être visible, parce que l'avantage, c'est d'être très bien placé sur ce type d'événement, après, à travers Cara et Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, le dernier point, dans les rencontres, il y a quand même des événements qui nous permettent d'avoir des idées, et après ça, de tisser un réseau. Alors, on ne sait jamais si ces réseaux vont fonctionner sur le futur, mais je vais prendre par exemple un exemple comme Mobility Tech Day. Voilà, ça nous permet aussi de comprendre un peu l'évolution, voir les tendances, voir des choses où on se dit bah non, ça ne marchera pas, et finalement on les revoit évoluer 2 ans après, ou à l'inverse, on se dit ah, ça c'est une petite pépite, puis finalement on peut se dire bah non, on s'est trompé. Voilà, moi c'est là où je vois vraiment
le bénéfice, en tout cas, d'avoir une adhésion côté Cara. Donc on a fait appel à vous aujourd'hui parce que vous avez réussi vos diversifications, je pense qu'on peut le dire. Sreco, vous êtes passé, vous, du truck and bus au ferroviaire. Quel facteur clé vous avez identifié pour dire justement que c'était réussi? Euh, Aujourd'hui, je peux dire les commandes signées. C'est ce qui est les plus beaux résultats. Non, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est en contact avec tous les détenteurs européens de wagons. On travaille en ce moment sur les 3 projets dans les 3 plus grands fabricants de wagons. Donc, ce sont des prototypes avec des coûts très très élevés. Donc, les gens nous ont ouvert la porte très très rapidement. Voilà. On va dire qu'il y avait quand même 3 ans de poussée de notre côté, d'investissement de notre côté, où on a financé des prototypes de notre poche à leur donner gratuit à tester pour les convaincre. Et je crois qu'aujourd'hui, on arrive dans un contexte complètement différent, donc où on est obligé de s'agrandir pour pouvoir répondre à la demande. Au-delà du résultat factuel, du chiffre d'affaires, est-ce que vos nouvelles activités vous ont également offert, pourquoi pas, des opportunités que vous n'attendiez pas? Alors, pour ma part, donc, aujourd'hui, on pensait être membre de la mobilité, hein, puisqu'on était équipementier de rang 1 pour l'automobile, pour les plus grands constructeurs. On est le numéro 1 sur les directions. Donc, on pensait bien connaître la mobilité. Et en fait, pas du tout. Là, pour le coup, c'est un vrai mea culpa. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, on regardait une toute petite portion finalement de la mobilité, et en plus, nous, on était restreints sur notre produit. Et en ouvrant un peu nos yeux, nos oreilles, nos relations, on a surtout découvert un nouveau monde de la mobilité avec tout un tas d'acteurs qui veulent transformer la mobilité. Et ça, c'est assez positif. Et pour le coup, ça a plutôt rayonné au niveau du groupe chez nous, puisque maintenant on est quasiment benchmark de la maison mère, hein. Ils veulent, la maison mère veut s'inscrire dans ce changement, et il a clairement inscrit maintenant dans sa nouvelle stratégie d'aller plus vers les mobilités. Euh, et donc ça, c'est un signal fort pour nous qu'on a pu impulser finalement de l'Europe. Et clairement, l'objectif maintenant, c'est de devenir ce qu'on appelle chez nous, désolé pour l'anglicisme, solution provider, qui est vraiment pas juste produire des produits, mais aussi amener des solutions de services complets sur l'ensemble de ce marché de la mobilité. Donc ça, pour moi, c'est un élément de clé de réussite. Même si, par contre, à contrario, nous, on a un peu moins engendré de commandes, on en a, mais ça n'a pas été aussi fort sur le vélo, hein, puisque le marché est plutôt à tonne. Voilà. Mais la démarche, en tout cas, a été plutôt reconnue. Oui, l'opportunité pour nous, elle était, on a réussi de créer un fort partenariat avec la multinationale Schaeffler. Donc c'est une société de 180 000 personnes qui avait un brevet sur l'énergie depuis plus de 16 ans. Donc au moment où on a commencé à creuser la propriété intellectuelle et aller chercher ce qu'il existe sur le marché, on a tombé sur quelques brevets déposés en Europe. Et le but, c'était de ne pas se lancer dans un brevet à nouveau, mais d'aller tisser un partenariat avec quelqu'un à qui on va convaincre qu'il y a un besoin. Effectivement, donc, quand vous faites comparaison de nous par rapport de société Schaeffler, c'est David et Goliath. Mais je suis content dans nos équipes parce qu'on a réussi d'obtenir une exclusivité de distribution pendant 30 ans. Donc, Schaeffler nous laisse l'ensemble du marché européen parce que depuis 15 ans, ils n'ont pas vendu une seule pièce parce qu'il n'y avait pas de besoin derrière. Donc, l'énergie en lui-même, effectivement, ils l'ont développé il y a plus de 15 ans, mais personne n'a pensé à l'utilisation. Vu que nous, on est arrivé derrière avec l'automatisme, la sécurisation de wagons, le data et tout le reste, donc effectivement, les clients trouvaient son besoin dans l'ensemble. Donc, il y avait un premier partenariat qui est créé donc, pour l'énergie, donc contre la société Schaeffler qui produit des alternateurs.
une société slovène qui nous accompagne dans les IoT depuis le début, donc développement d'un hôtel électronique, donc toutes les connexions de tablettes, téléphones. Donc, et nous, quand finalement, on présente l'ensemble de wagons, donc de A à Z au client, pour pouvoir ensuite le livrer en kit auprès des fabricants. Pour finir ensemble cet épisode, je vais vous demander à chacun 2 conseils, ou 3 conseils, allez, que vous donneriez à un acteur qui souhaite se diversifier. Je commence? Allez. Alors pour moi, il y a déjà 2 orientations à étudier. Il y a soit une solution extérieure, d'accord, qui est ni plus ni moins que racheter une entreprise ou des brevets, typiquement. Bon, dans ce cas-là, il faut trouver le candidat ou les solutions idéales. Ça, c'est une première action. Qui a des contraintes, mais qui a aussi pas mal d'avantages, notamment l'aspect temps. C'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus vite dans la diversification. Le deuxième, c'est plus donc de l'interne. Nous, ça a été notre choix. Et dans ce cas-là, c'est bien réfléchir soit un nouveau service, soit un nouveau marché. Donc, c'est-à-dire qu'on a un produit et on étend un peu le domaine de ce produit. Soit un deuxième choix, c'est de développer un nouveau produit dans le marché qu'on connaît, ou alors un nouveau produit pour un nouveau marché, mais là c'est encore plus long pour moi en termes de pénétration de marché, parce que c'est ce qui a été dit en intro, il faut pouvoir se faire connaître, se faire reconnaître, c'est encore plus dur que se faire connaître. Voilà. Par contre, moi, ma première recommandation, c'est le choix, c'est les hommes en fait, mais avec un H. Voilà. Pour moi, c'est le moteur de la diversification. Quel que soit le choix interne ou externe, s'il n'y a pas les hommes derrière, une personne seule ne peut pas faire changer l'entreprise. Donc il faut vraiment que ce soit un choix humain. Voilà. Et puis, il est important de pouvoir embarquer après les équipes, s'il y a déjà une équipe en place, ou de pouvoir s'entourer de gens, en tout cas même extérieurs, qui nous accompagnent, motivés, convaincus, et convaincus que le changement aura lieu, quoi. Voilà. Et un dernier conseil, pour moi, mais je pense que ça résume un peu ce qui a été dit aussi en introduction, c'est la résilience. Parce qu'en fait, on pense tous que c'est très facile, moi je sais faire ça, donc c'est bon, je vais pouvoir le vendre. Enfin, moi je l'entends tous les jours, en tout cas au sein de Gitect. Mais en fait, pas du tout. C'est la détermination et la résilience, ce sont les mots-clés, parce que le chemin est long, il va y avoir des échecs, il va y avoir des éléments positifs, et on passe par les montagnes russes en permanence. Et donc, il faut tenir le cap jusqu'au bout. Mais aussi, il faut à un moment se dire, bah non, ça finalement, on va abandonner. Parce qu'en fait, finalement, le marché n'en a pas besoin. Et ça, il faut savoir écouter aussi le marché et se dire, finalement, c'est pas pour nous. Il y a déjà des acteurs où en fait, le produit ne correspond pas du tout à un besoin. Voilà. Ou alors mettre en stand-by quand il y a des turbulences. C'est aussi un choix peut-être difficile, mais en tout cas, c'est nécessaire pour réussir aussi des diversifications et éviter de cramer des millions ou de l'argent, en tout cas, avec un résultat proche de zéro. Oui, je reviens dans ce que dit. Donc, détermination, c'est sûr que voilà, il faut vraiment de la détermination. Je pense que nous, on travaille dans une manière, voilà, comme une petite start-up. Ma manière, c'est d'abord convaincre les équipes. Ça veut dire que c'est eux les moteurs, donc les hommes, qui se convainquent eux-mêmes. Donc, on a passé le temps d'étudier, de regarder, de comprendre, de faire des brainstorming. Et je vais chercher qu'eux-mêmes soient convaincus avant que moi-même je le demande de faire. Parce qu'effectivement, on y va dans un secteur qui est un peu le monde dans un monde. Ferroviaire, c'est un monde à part, donc depuis des années. Donc quand vous arrivez comme un outsider dans un milieu comme ça et vous n'avez pas d'expérience dans la ferroviaire, vous êtes un peu regardé comme attends, qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Donc on fait des wagons depuis 40 ans. Donc on savait bien qu'on va se confronter à cette réalité. Et la meilleure manière ensuite, c'est de créer la surprise. Ça veut dire que si les clients, c'est comme ça qu'on a fait, on a dit donnez-nous un wagon à la disposition et on va vous le faire. Donc ils l'ont fait, ils nous ont donné les pires des wagons à mon avis qu'il existe sur le marché.
pour, à mon avis, essayer de nous tester. Donc, et on a créé la surprise. Ça, c'était dans les parties opérationnelles, mais je dirais, il faut prendre le temps de décider, de partager ça à l'équipe pour que l'équipe soit aussi décidée. Et au moment où on prend la décision, c'est ce qu'on a très souvent le problème en France, il faut y aller. Nous, on fonctionne sur les deux principes. Si tu commences, ne t'arrête pas. Si tu dois t'arrêter, ne commence pas. Donc, on prend le temps de décider ensemble. Avant d'appuyer sur le bouton, on s'est dit, on sait tout ce qui peut nous attendre. D'accord ? Demain, des crashs, des problèmes, on va cramer ça posera des problèmes financiers. Il faut être conscient de ça. Et donc, comme vous avez un bureau d'études qui a faim, qui a envie de montrer ce qu'il sait le faire, et une équipe combattante, je pense, voilà. Mais par contre, restez toujours dans un esprit, c'est ce qui nous échappe très souvent, c'est que nos ingénieurs, très souvent aujourd'hui, veulent faire sur un principe de ce qui leur plaît. On ne peut plus produire les produits comme ça. On a des pays en face, comme des pays de l'Est, qui vont vite, qui ont la bonne éducation, qui sont les faibles coûts. Il faut vraiment qu'on se rende compte à chaque pièce qu'on choisit, combien il coûte, où est-ce qu'on peut l'acheter, comment la fabriquer le moins cher, donc comment passer moins de temps pour l'installer, pour finalement rentrer dans un domaine, voilà, cette partie-là, il est différent de tout le reste. C'est ce qui permet finalement ensuite de la vendre. Parce que si on y va juste avec une envie de créer, comme on met le calcul de tout ce que les ingénieurs ont mis, on se rend compte qu'on arrive à un prix qu'on ne peut pas la vendre. Parce que les clients n'est pas prêts à payer. Donc c'est une mentalité qu'il faut garder bien terre à terre. Eh ben, merci à vous deux pour vos partages d'expérience. On a eu le temps d'aborder plein d'enjeux cruciaux à comprendre et d'opportunités à saisir sur la diversification. J'espère que vous avez aimé participer au podcast. Merci. Merci, oui. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Raconte-moi les mobilités. Raconte-moi les mobilités, le podcast mensuel proposé par Cara, votre réseau d'acteurs du transport et de la mobilité. Retrouvez tous nos épisodes sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube.